Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la joie de certains promoteurs d'auto-école et même des candidats au permis de conduire. Le ministre des Transports vient de suspendre la mesure qui exigeait le versement d'un montant de 5 000 francs CFA avant toute prise part à l'examen de permis de conduire. Réaction de certains promoteurs d'auto-école à suivre dans ce 19h50. Dans l'actualité également ce soir, Bafia, braquage en plein jour. Les malfaiteurs laissent sur le carreau un blessé grave et des caisses de l'établissement financier délesté d'environ 7 millions de francs CFA. Les détails à suivre dans ce journal. Et un défi pour un homme, se mettre rapidement au travail et relever les défis dans un contexte socio-politico-sécuritaire délicat. C'est la mission, là, l'une des prescriptions faites ce jour par le ministre de la Défense au secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Galax Yves Landry et Toga a pris le fanion ce lundi en présence de l'ancien secrétaire d'État à la Défense Jean-Baptiste Bokam. Le plus de l'info ce soir dans les dédales du choix d'un entraîneur pour l'équipe nationale du Cameroun. Nous questionnons les méthodes de cooptation des sélectionneurs très souvent sujettes à problème. Pourquoi les entraîneurs locaux sont considérés la plupart du temps comme non grata? Le plus de l'info a mené l'enquête. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, nous le disions en titre, tension autour de l'examen du permis de conduire. La solution qui vient du ministère des Transports, Jean-Ernest Massénanga Libibé, vient de suspendre la collecte illégale de la somme de 5 000 francs CFA exigée par la société en charge de la sécurisation du permis de conduire. L'exigence du paiement de ce montant avait créé du grabuge autour de l'examen, au point d'en bloquer la confection des dossiers. La décision du ministre des Transports est une victoire pour plus d'un promoteur d'auto-école. Monique Naossi-Fosso et Marius Kosso pour les détails. C'est terminé. Le paiement de 5 000 francs CFA par candidat à l'examen du permis de conduire. Un argent représentant ce qui était appelé taxe de sécurisation du permis. Cet argent transféré dans un compte Mobile Money pour Presprint, l'entreprise en charge de la sécurisation du permis de conduire. Depuis lors, une contestation est enregistrée tant chez les candidats que chez le collectif des syndicats d'auto-école qui y voient une arnaque, une pratique illégale. Tous les candidats au permis de conduire, en fait, tous les élèves que toutes les auto-écoles du Cameroun inscrivent doivent payer 5 000 francs dans un compte Mobile Money sans un contrat qui les lié avec le ministère des Transports, avec l'État, pour percevoir ces frais. C'était criate, c'était une escroquerie à ciel ouvert, à la seule différence qu'ils ont pris le caillou et le chien a vu. Après échange avec les parties prenantes en fin de semaine dernière, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénanga Libibé, tranche en faveur de la légalité. Un ouf de soulagement après des mois de contestation. Victoire de tous ceux qui m'ont cru au départ, victoire de l'État camerounais sur les brigands de la République, parce que je dois vous dire, ce ministre qui est arrivé a été clairvoyant et je dois dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. D'aucuns pensent que l'État dort. L'État ne dort pas. Selon le syndicat national des exploitants d'auto-école, 15 à 22 000 candidats sont enregistrés par session d'examen. En multipliant par 5 000, cela fait en moyenne 1,2 milliard sur les 8 sessions que compte l'année. Une trentaine de personnalités interdites de sortie du territoire camerounais. La liste a été rendue publique vendredi dernier dans un message porté de la délégation générale à la sûreté nationale. La nouveauté dans cette troisième liste publiée depuis le réaménagement du gouvernement du 2 mars dernier est que le nom d'aucun ministre n'y figure, mais des noms d'anciens directeurs généraux et même de gouverneurs de région. Une nouveauté. Voyons tout ceci avec Lille Piedjo et Joseph Roger Fopon. C'est un ancien gouverneur de région. Aujourd'hui président du conseil d'administration du Bureau national de l'état civil, Faye Yengo Francis. Il fait partie des hauts commis de l'État, interdits de sortie du territoire national par le délégué général à la sûreté nationale. Sur cette même liste figure Dayas Mounoumé, ancien directeur général du port autonome de Douala. Camille Ekindi, ancien directeur général du Crédit foncier du Cameroun. Brigitte Sopongale, opératrice économique. Bella Roger Armand, directeur financier de Simpos SA,
cadre du secteur privé, celui-là, et bien d'autres. Tous sont accusés de malversation présumée financière d'un montant global estimé à plus de 50 milliards de francs CFA. Sur cette liste, il y a lieu de constater qu'il s'agit des personnalités ayant occupé de hautes fonctions et des cadres du privé qui ont eu à travailler avec elle. Cette autre interpellation entre selon toute vraisemblance dans la relance de l'opération d'assainissement des mœurs publiques au Cameroun. De la santé, des centaines de Camerounais bénéficient depuis ce matin des soins et opérations chirurgicales dans les hôpitaux La Quintini, gynéco-obstétrique et générale de Douala. Cette campagne de prise en charge gratuite est l'œuvre de la mission médicale humanitaire indienne qui est au Cameroun pour 10 jours. Les personnes concernées sont les couches défavorisées pour la plupart. En collaboration avec des médecins camerounais, ces Indiens vont soulager des malades du pays qui sont dans l'indigence. Mireille Flormané et Marius Kossou les ont rencontrés ce jour. Déjà en terre camerounaise, ces 23 médecins indiens, accompagnés de 9 volontaires partis d'Inde, vont non seulement assurer des interventions chirurgicales gratuites à des personnes défavorisées et affectées par des maladies invalidantes, mais également partager des techniques chirurgicales modernes avec des médecins locaux. Ils sont arrivés dans le cadre d'une mission initiée par le Rotary. Qui viennent au Cameroun dans le cadre d'une mission humanitaire organisée entre les Rotary Club de l'Inde et les Rotary Club du Cameroun. Nous leur souhaitons d'abord la bienvenue au Cameroun et nous espérons que le travail qu'ils sont venus faire sera agréable et que les Camerounais pourront profiter pour pouvoir avoir la santé. C'est au total 500 patients qui vont être pris en charge durant les 10 jours que vont durer la mission, et ceci dans 3 hôpitaux de la ville de Douala. Donc on compte environ 500 patients qui seront pris en charge au cours de cette campagne humanitaire. À l'hôpital La Quintini, nous allons faire la chirurgie urologique, l'urologie, la gynécologie, la chirurgie générale, l'orthopédie et l'ophtalmologie. À l'hôpital gynéco-obstétrique, nous allons faire la gynécologie, la chirurgie pédiatrique, l'ophtalmologie, la chirurgie plastique et l'ORL. À l'hôpital général, nous allons faire la neurochirurgie et l'ophtalmologie. L'hôpital La Quintini, qui est l'un des hôpitaux retenus par cette mission, voit d'un bon œil cette collaboration. Mais cette mission va redonner de l'espoir et faire en sorte que certains Camerounais, sur le plan que le cas de la chirurgie de la cataracte, vont recouvrer la vue. Voyez-vous, dans le circuit conventionnel classique, une chirurgie de cataracte peut coûter entre 250 et 300 000 francs. Vous voyez que là, elle va être gratuite. Elle dure 15 minutes. Deuxièmement, les interventions chirurgicales vont se faire en double équipe. Le médecin indien sera aux côtés du médecin camerounais. Donc on voit un mentorat, on voit un partage d'expérience. La mission étant courte, on voit un suivi par des équipes qui ont appris à travailler ensemble sur le long terme. Et on voit aussi, troisièmement, on voit une session de matériel. Tous les matériels qui sont utilisés, les équipements qui sont utilisés pendant le temps de cette mission-là, ne vont pas reprendre l'avion et vont devenir la propriété de l'hôpital La Quintini et des hôpitaux camerounais. Cette mission indienne sillonne l'Afrique depuis une dizaine d'années et avant le Cameroun, elle était au Gabon. Annoncé depuis quelques jours dans la région du littoral, il est finalement arrivé aujourd'hui à Douala. C'est finalement ce lundi, aux alentours de 18 h, que le nouveau patron de la territoriale est arrivé dans le chef-lieu de la région du littoral après ses tournées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Paul Tangandji arrive pour la première fois dans la ville de Douala en qualité de ministre d'administration territoriale. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est l'ensemble de l'état-major de la région qui s'est mobilisée pour l'accueillir à l'entrée de la ville de Douala, à l'entrée de la Dibamba précisément, au menu de cette visite qui est également comme une prise en contact avec le commandement territorial de la région, des rencontres avec des forces vives de la région, mais surtout un message d'encouragement aux forces de maintien de l'ordre qui se battent au quotidien
pour maintenir la paix au Cameroun. Nous reviendrons plus amplement sur cette visite et ce périple du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji dans la ville de Douala et la région du littoral en général. Une autre triste, 6 personnes du village Bambalan, dont 2 femmes enceintes dans le Ngok-Etunja, c'est dans le nord-ouest du pays, ont trouvé la mort ce lundi matin suite à un naufrage sur le barrage Bamenjing qui sort du côté de la frontière, bien sûr, qui sert de frontière avec le département des Bamboto. C'est dans la région de l'ouest Cameroun. Toutes les victimes issues de la même famille naviguaient pour la pêche quand le mauvais temps a frappé leur bateau. Les victimes étaient en compagnie de 2 autres personnes qui ont heureusement survécu à cet accident. Le retrait des corps a créé une vive émotion dans toute la localité ce jour dans le nord-ouest du Cameroun. Nous y reviendrons également. Et on se rend tout de suite à Yaoundé pour la suite de ce journal. On retrouve Rodrigue Tongué. On revient sur ce braquage spectaculaire qui a eu lieu ce jour, braquage en plein jour, vous le dites, à Bafia. Bonsoir Rodrigue. Tipkio, bonsoir à toutes et à tous. Filons donc pas à l'anglaise comme ces malfaiteurs, mais bien vers Bafia. Suivre le récit du braquage perpétré cet après-midi, même dans le chef-lieu du département du Bamé-Nougou. Un scénario digne d'un rodéo pour une frappe d'une précision chirurgicale. Moins de 5 minutes pour faire même bas sur un pactole d'environ 7 millions sous le regard médusé des clients et employés de l'établissement financier qui n'y ont vu que du feu. Le film du braquage avec Arnaud Ngefak et Espoir Anissé Bahia. C'est l'aftergame d'un film impressionnant qui vient de se dérouler. Au cœur de la ville de Bafia, une agglutination autour de la banque SCB Cameroun. La foule tout ébahie. 5 braqueurs en plein 15 heures ce lundi viennent juste de quitter les lieux après une opération style western de 3 minutes chrono. Attitude et action confortées par des armes à feu pour tenir l'entourage en respect. J'ai seulement entendu le coup de feu, pam! Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ce houdon, je vois directement 2 personnes sorties directement de la banque. Les 2 avaient l'arme, l'autre était habillé en vert et l'autre habillé en rouge. Subitement, ils ont traversé la route librement. C'est où donc ils veulent prendre la descente pour descendre vers Ngondol. C'est où ils commencent donc à courir. Ils vont fondre dans la nature, aidés par 2 motos apparemment apprêtées pour l'opération. Arrivés là, à bord de ce véhicule Toyota, ils l'ont abandonné devant la banque comme une collade de deuil tombée où elle n'a pas pour cueillir la forte récolte. Près de 7 millions de francs CFA emportés. L'homme qui les détenait est gérant de la station Total de la ville. Les braqueurs l'avaient filé depuis son lieu de service. Il avait ses versements à faire. Il est donc parti de la station pour faire ses versements à la banque, à la SCB. Il est sorti de sa voiture, il est entré dans la banque. C'est étant au niveau, à l'entrée, donc au niveau de la porte là, qu'il sent quelqu'un qui le tire par derrière. Bon, maintenant, quand on le tire par derrière, on le tire par derrière, on a directement cogné la course de l'arme sur la nuque. Bon, maintenant, il est tombé. Quand il est tombé, il s'est retourné, il avait son sac à main. Il s'est retourné, il s'est relevé, il a attrapé la première personne qui était derrière lui avec l'arme. Il a attrapé, en discutant dans l'arme, le deuxième a récupéré le sac et il est sorti avec. Le coup sur la nuque lui a imposé un séjour à l'hôpital de district. Terrible coup d'insécurité. Les autorités en ont marre. La criminalité commence à monter d'un cran à Bafia. Il faut peut-être une action forte parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'en plein jour, des gens filent le gérant de la Total et le prennent à l'entrée de la banque aussi simplement que cela. Je crois qu'il faut un coup de force pour que les choses changent un peu. La police et la gendarmerie sont arrivés après la fin de ces hostilités pour sceller avec le procureur la banque en attendant l'issue de l'enquête. Le hold-up qui en rajoute sans doute à la charge déjà immense du Grand Mood par la gendarmerie nationale que conduit officiellement depuis plus d'1 mois Galax et Toga. Le nouveau secrétaire d'État à la Défense avait été installé le 5 mars dernier après sa nomination par le président de la République 3 jours avant, sans le rituel de remise de fanion cher à l'armée. Ce rendez-vous attendu que des contingences qui ont par ailleurs animé les chômeurs avaient retardé a eu lieu ce jour. Le nouveau CED a reçu des mains de son prédécesseur Jean-Baptiste Bokam et sous l'autorité du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo, le fanion de la gendarmerie. Alain Chizankanga, Serge Alain Zébou, reportage.
L'instant est à la hauteur de l'événement. Le nouveau patron de la gendarmerie nationale prend officiellement les commandes. Jean-Baptiste Bocam a passé le drapeau au nouveau commandant de bord, Galax Yves Landry Etoga, au cours d'une cérémonie grandiose, présidée par le ministre en charge de la Défense. Monsieur Etoga Galax Yves Landry, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Je vous adresse nos vives et chaleureuses félicitations pour la très haute confiance dont vous venez de bénéficier du chef de l'État, chef des armées, qui vous confie les rênes de la gendarmerie nationale. Les membres du gouvernement, les hauts gradés de l'armée camerounaise ont tenu à marquer leur présence à ce moment particulier pour se diplômer en relations internationales, option diplomatie. Joseph Betty Assomo a rappelé à ce haut fonctionnaire de l'administration, âgé de 43 ans, les défis qui l'attendent. Vous prenez la tête de la gendarmerie nationale à une période hautement sensible sur le plan socio-politico-sécuritaire. Je vous prescris particulièrement une vigilance de tous les instants, de la proactivité face aux événements et situations à gérer, la fermeté en matière de discipline des personnels de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre les mauvaises pratiques dans les rangs. Ce quarantenaire, à la tête de la gendarmerie nationale, par sa jeunesse, force déjà l'admiration des aînés qui se sont succédés pour le féliciter. Les affaires ne sont pas sucrées en ce moment pour la société sucrière du Cameroun, la Sosucamplois, sous le poids de stocks de produits qui ne quittent pas les magasins en raison de la baisse de la demande de ces produits. Non pas que sa qualité soit devenue discutable, mais simplement c'est la conséquence d'importations illégales et massives de sucre. L'alerte rouge signalée sur les milliers d'emplois et les recettes fiscales est donnée ici par Gisèle Pierre et son Luc Vondor qui reviennent de Banjok et Koteng. Depuis le 1er janvier 2018, on estime à 45 000 tonnes les entrées du sucre sur le sol camerounais. Une importation hors quota du comité interministériel de régulation des marchés aux côtés de la contrebande dans les deux régions du Nord et de l'extrême Nord. Et on en vient à l'asphyxie de la Sosucam, la société sucrière du Cameroun, troisième employeur après l'État et la CDC. Le constat est clair. Dans les deux villes sucrières d'Nkoteng et Banjok, les magasins suffoquent. Le stockage a atteint des proportions inquiétantes. En ce moment, notre crainte part de ce que la production continue. La campagne se déroule normalement et au terme du mois d'avril, si des mesures drastiques ne sont pas prises, la Sosucam est fortement menacée, non seulement par ces stocks qui ne se sortent pas, mais davantage par le climat social qui finira par en prendre un coup. La terre promise du sucre se meurt. D'ici à fin avril, on pourrait atteindre le seuil critique et ces machines pourraient cesser de tourner. Jusqu'ici, on produit 800 tonnes par jour et seulement 200 sortes de sites sucrières. En Koteng comme en Banjok, le climat social est déjà menacé. Vous voyez, là, on a vraiment une capacité de stockage qui est pratiquement pleine. À cette allure, si on continue, on sera obligé d'arrêter parce que la salle de maturation, on n'arrive pas à l'évacuer. Nous sommes obligés de ralentir les chaînes de production pour ralentir aussi la cadence d'ensachage parce que les magasins sont complètement saturés. Les cannes qui sont en brousse obéissent à un cycle. Dans ces cannes, il y a un moment, il faut les prendre. Si on arrive par les prendre à un certain moment, nous perdons le taux de sucre que nous avons dans ces cannes. Et actuellement, avec le rythme que nous avons, l'administration nous a demandé de baisser un tout petit peu parce qu'on n'a plus de l'espace pour stocker du sucre. Se profile à l'horizon un risque que seul l'État camerounais peut empêcher. Demande tout simplement que les résolutions du comité interministériel de régulation du marché du sucre soient appliquées, c'est-à-dire la suspension des importations et que soit relancée la lutte contre la contrebande dans les parties septentrionales afin, n'est-ce pas, de réguler de manière saine l'offre de sucre au Cameroun. Il faut faire quelque chose pour que cesse l'offre surdimensionnée. Ce sucre salé, la Sosucam n'en veut pas.
des moments où la canne peut avoir un goût aigre. Et intéressons-nous à une autre société citoyenne qui se déploie malgré les vents contraires. C'est la SODECAO qui creuse son sillon dans le sud, vers Biburon Bané. Là-bas, le directeur général de la Société de développement du cacao a remis 12 000 plants hybrides pour de nombreux hectares aux cacaoculteurs. Comme la semaine dernière, Jérôme Vondo a appelé les producteurs à ne pas courber l'échine devant l'adversaire qu'est le prix famélique du cacao en ce moment. Alain Gizan Kanga et Constant Kamga, reportage. Le cacaoyer, une plante de rente qui parle toutes les langues. Théogrammate cacao, nourriture des dieux, et même l'Église s'y met. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le directeur général de la Société de développement du cacao est dans l'Anvila pour la campagne des plantations nouvelles. Malgré la morosité du prix actuel de l'or blanc sur le marché international, la vision de Jérôme Vondo est de demeurer enthousiaste. Il faut garder le cap du planting et ces 300 000 plants qui sont offerts aux plantations. Surtout pas de découragement, parce que la baisse des prix, la baisse des cours est conjoncturelle, elle est passagère. Cela s'est déjà passé par le passé, ça se passera encore et les cours reviendront plus fort encore. Au fur et à mesure que la consommation des produits cacao augmente, les prix augmentent aussi. Donc pas de découragement. Ici à Ngouaïkele, dans l'arrondissement de Biombané, 12 000 plants hybrides pour les 10 hectares de cacao du diocèse de Bolova. L'évêque in situ est aux côtés du directeur général de la SODECAO pour montrer aux planteurs la bonne technique de mise en terre, démonstration fort appréciée par l'ordinaire des lieux. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à monsieur le directeur général de la SODECAO pour son engagement auprès des populations, auprès des pauvres qui ont besoin de son aide. Et vous voyez, il n'est pas le directeur général des tapis rouges. Nous voici au cœur même d'une plantation, au cœur d'une forêt. Et cela témoigne de son amour du travail et aussi de ce qu'il souhaite que nous comprenions que l'avenir de nos familles ici dans les villages est entre nos mains. Ce n'est pas dans les villes, ce n'est pas dans les bureaux, mais avec la machette, avec nos terres, avec le travail. Un autre lieu, Ngouazip et le village Metet sont bénéficiaires des plans pour 6 hectares. Le geste de la SODECAO dessine même chez cette dame du 3e âge une lueur d'espoir. Ça va nous aider, pas seulement pour moi, parce que moi je suis déjà prête à partir. Mais si Dieu le veut, je veux même que je vais intensifier jusqu'à 50 hectares. Le cacao, dans sa posture de deuxième source de revenus hors pétrole au Cameroun, promet des lendemains fructueux. Je vous amène en République centrafricaine où le débat sur la circulation des armes est plus que préoccupant. Il est même consubstantiel à la lutte contre la pauvreté qui frappe de plein fouet le grand voisin de l'Est. Ainsi, c'est la capitale Bangui que les 11 pays d'Afrique centrale, tous membres de la CEDEAO, ont choisi pour approfondir la réflexion sur la prolifération des armes qui menacent le continent tout entier. Le point avec notre envoyé spécial à Bangui, Brand Kamga. Les armes légères et de petit calibre sont de par leur gestion anarchique une véritable poudre meurtrière en Afrique centrale. Les conflits au Congo, au Tchad ou au Soudan sont des exemples de cette exploitation illégale aux conséquences désastreuses. La mort ou le déplacement de milliers de personnes, la destruction d'un nombre incommensurable de biens et services, la pauvreté, le sous-développement et la culture de violence comme mode de règlement des différends. L'utilisation des RPC par des personnes non autorisées a aussi favorisé la malgouvernance. La République centrafricaine qui abrite ses 4 et 5 avril 2018 la conférence régionale sur les armes légères et de petit calibre en Afrique centrale en est une victime résignée. Les 11 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale réunis à Bangui ont échangé sur les pistes de collaboration en vue d'établir des cadres de coopération sous-régionale. La prolifération des armes légères contribue également au trafic des espèces fauniques et à la destruction de l'environnement. La rencontre, présidée par le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra, est bien accueillie, même si la Convention de Kinshasa, instrument juridique de contrôle des armes légères et de petit calibre, tarde d'être appliquée sur le terrain.
Et du sport, les sélections nationales cadettes de volleyball, dames et messieurs, en stage depuis ce matin au Palais des Sports de Yaoundé. Les deux équipes se préparent pour les éliminatoires des 3e Jeux africains de la jeunesse du 19 au 28 juillet prochain en Algérie. 60 jeunes gens, dont 40 filles et 20 garçons prennent part à ce regroupement et attendent du pied ferme les sélections du Congo pour des matchs amicaux rentrant dans le cadre des rendez-vous de cette préparation. Je vous propose d'écouter le président de la FECA Volley, le médecin-chef de ces sélections qui renseigne sur l'état de la préparation. Il s'agit du regroupement de l'équipe nationale du Cameroun, version cadette filles, que nous lançons aujourd'hui dans le cadre de la préparation des éliminatoires des Jeux africains de la jeunesse. Nous avons ratissé très large dans tout le pays et nous avons été aidés en cela par la FENASCO A. Donc actuellement nous avons une quarantaine de filles et une vingtaine de garçons qui sont en stage bloqués. Nous espérons que pendant cette semaine, elles vont améliorer leur qualité pour que nous puissions gagner la République démocratique du Congo contre laquelle nous devons jouer dans 2 à 3 semaines. Sur le plan médical, vous savez qu'ici c'est d'abord la pédiatrie parce que ce sont des enfants et donc il faut être assez regardant sur le suivi. Premièrement, nous avons commencé par prendre leur mensuration dans la visite médicale d'aptitude et puis ouvrir une fiche médicale pour chaque enfant qui permettra de commencer son suivi médical sportif dès maintenant et puis jusqu'à plus tard quand ils seront seniors et même peut-être vétérans. La suite, pendant ce stage, nous nous sommes assurés en nous affiliant, j'ai envie de dire, en faisant un contrat avec une clinique, plutôt un centre médical de la place, pour que si il y a un moindre bobo qu'on puisse facilement transférer là-bas. C'est un centre médico-chirurgical qui est bien équipé, même si c'est des problèmes de chirurgie, il y aura... Des propos recueillis par Thierry Camteau et nous restons sur les parquets, mais cette fois en danse avec la fin du festival de hip-hop à Douala. Et la suite, c'est donc avec vous à Douala, justement, Michael Chipkoui. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Le Cameroun qui vient de frapper un grand coup avec la grande finale de la 4e édition du Festival international de danse hip-hop. Durant une semaine à Douala, les fans de danse et danseurs professionnels ont bénéficié de l'expertise de leurs pairs venus de l'étranger. La grande finale a mobilisé du beau monde hier à Bali, à Douala. Julio Trésor-Tanor en a profité pour apprendre quelques pas de breakdance. Regardez. C'est l'événement de danse hip-hop le plus couru au Cameroun. Les b-boys survoltés s'affrontent ce dimanche à Douala pour la finale de la 4e édition du Festival international de danse hip-hop Keep on Breaking. Des danseurs professionnels s'appliquent en breakdance, old school et autres styles avec des figures impressionnantes. Le public est survolté et au finish, quelques participants vainqueurs satisfaits. Nous avons été vice-champions à la régionale du littoral, mais Dieu merci, grâce au travail et à la persévérance, nous sommes sacrés champions ce soir. Le parrain de l'événement et membre du jury est le b-boy français Lilou, 2 fois champion du monde, venu spécialement pour l'occasion. Bonne ambiance, première fois au Cameroun et Inch'Allah j'espère que ce ne sera pas la dernière, il y a eu du bon niveau. Le public il est en folie, malgré qu'il y avait des pannes de courant, le public il était là. Le crew gabonais Art Dance, malgré sa 3e place, est ravi de la participation. Le Festival international de danse hip-hop est l'initiative d'un jeune Camerounais. Le b-boy Prosty, décidé à faire briller le mouvement. Lilo était là, tout le monde était content et vivement à la prochaine édition. Le public venu nombreux au quartier Bali à Douala vivre cette finale du Festival international de danse a aussi bénéficié de la prestation des anciens danseurs professionnels pour un petit clash amical malgré de longues années d'absence.
On reste en sport. Football MTN Elite One, le championnat s'anime de plus en plus. La 13e journée disputée hier a été marquée dans l'ensemble par le score de 2-1 enregistré dans plusieurs rencontres. Du bonheur donc pour UMS de Loum qui prend la tête du championnat. Aigle de Chang qui arrache sa 2e victoire. Le point et les enseignements de cette 13e journée avec Aimé Moukoko. 18 comme le nombre de buts inscrits pour les 7 premières rencontres de l'Elite One rendue à sa 13e borne. La bonne affaire pour l'heure est celle de UMS qui regoute au plaisir du trône avec sa victoire 2-1 contre APGS de Fou. On donne un premier but cadeau sur un centre raté et un second sur un penalty. Bon, c'est le football. UMS, je pense, a mérité sa victoire. On va aller préparer le prochain match. Nous allons essayer de continuer, même comme nous avons gagné. Je crois que nous avons encore beaucoup de choses à faire, surtout au niveau de la finition. 24 points au compteur, comme Fauveau de Baham qui plombe la colonne du Sud sur le même score et le maintient dans les bas-fonds du classement à côté des 2 derniers. D'abord Dragon de Yaoundé par le doublé de Junior Baye qui arrache la victoire contre les Astres de Douala 2-1. Pendant ce temps, à Tchang, c'est l'Aigle Royal qui marque idem son plus grand score de cette saison contre le champion à titre, Edin Sport de la Léquier, essoufflé par l'enchaînement des matchs. Je pense qu'ils se sont sentis vraiment soutenus déjà par les supporters qui étaient le matin à l'hôtel et les dirigeants aussi qui les ont rassurés, qui nous ont rassurés que malgré tout, c'est des moments de haut et de bas. Avec sa 2e victoire, Aigle de Tchang à 4 points du 11e au classement relance la bataille dans la 2e partie du tableau. Union en déplacement à Yaoundé contre le bleu AS Fortuna passe à côté de 3 précieux points dans un match où Samuel Lane, double buteur, célébrait déjà la gagne. Mais c'était sans compter sur Willy Bofia qui avait ouvert le score et Edimbi qui remet les pendules à l'heure. Le verdict de cette 13e journée tombe ce mercredi avec Stade Renard qui reçoit à Melon Bamboutos de Mbouda, puis Unisport de Onkam à Bafan prétend découdre avec l'une des meilleures attaques du championnat, Coton Sport, et son héros de l'heure, Marius Mwandjin-Madi, auteur de 8 sur les 17 buts marqués par les Blancs et Verts de Garoua. Le plus de l'info ce soir s'intéresse au sport et le football. Les Lions indomptables du Cameroun, en l'occurrence, qui sont à la recherche depuis le mois de février dernier d'un sélectionneur pour l'équipe nationale du Cameroun. Le comité de normalisation a lancé un appel à candidature, on le sait depuis des mois, et à ce jour, on dénombre plus d'une centaine de postulants. Cependant, une question se pose avec acuité dans l'opinion. Pourquoi les dirigeants camerounais ne peuvent pas confier la sélection nationale à un entraîneur local? L'enquête de Bouba Gomna, Luciano Diakou et Hubert Noucheye pour le plus de l'info de ce soir. Avec le départ d'Hugo Broos, les Lions indomptables du Cameroun font partie incontestablement du top 10 des nations ayant consommé le plus d'entraîneurs au monde. Depuis 1965, jamais le Cameroun n'a joué 2 Coupes du Monde ou une compétition majeure avec le même sélectionneur. En 53 ans, le pays de Roger Mila a broyé 29 entraîneurs, soit 7 sélectionneurs de nationalité camerounaise. La question qui revient régulièrement est celle de savoir pourquoi cette propension à aller toujours chercher l'oiseau rare ailleurs. Après 7 participations en Coupe du Monde et 5 Coupes d'Afrique des nations gagnées, il est temps qu'on fasse confiance à un entraîneur camerounais. Nos gouvernants d'aujourd'hui, lorsqu'ils ont choisi de faire des grandes écoles, dans leur esprit, ils savaient que c'est eux qui allaient gérer le Cameroun. Parce qu'ils allaient sortir comme des technocrates de haut niveau. Alors, à l'époque, donc, ils se moquaient de ceux qui allaient à l'INGS. Ils appelaient la faculté des muscles. Pour ce vétéran du journalisme de sport et ancien team presse des Lions indomptables, cette problématique émane du politique. Les entraîneurs camerounais sont traités au rabais, on les clochardise, on les traite de tous les mots. Un Camerounais n'a jamais atteint le cap de 10 millions ici. Je suis allé avec Paul Le Guen à la Coupe du Monde, on n'a rien gagné. Il s'est arrêté à l'aéroport et il est rentré. Nous, on a subi des choses après. Au Cameroun, en termes de ressources dans le domaine de l'entraînement, on retrouve 2 tendances. D'abord, les diplômés de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS et licenciés CAF. Ensuite, les anciennes gloires et diplômés UEFA qui, à l'instar de cet ancien Lions indomptable,
avait fait vibrer le cœur des Camerounais au mondial en 90 en quart de finale. Quand Joseph Antoine Bell et moi, nous passions le diplôme d'entraîneur de football à Clairefontaine, il y avait les Luis Hernandez, Paul Le Guen, les Giresse, les Tigana, d'autres encore qui passaient le diplôme en même temps que nous. Donc en termes de diplôme, les entraîneurs camerounais ont autant de diplômes, sinon plus que les autres. Pourquoi est-ce qu'un entraîneur camerounais ne peut pas entraîner les Lions? Nous faisons les mêmes stages, nous avons la tactique dans la tête. Je crois qu'il faut seulement faire confiance aux nationaux et ils vont faire l'affaire. Sinon, comment comprendre que des entraîneurs camerounais ayant les mêmes diplômes soient mis de côté au profit des autres expertises? Ce rompu des questions sportives semble avoir la réponse. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne dans le football. Ils ont donc des gros intérêts à l'intérieur. Ils influencent donc le choix des entraîneurs. Et c'est souvent difficile avec les locaux. Pourquoi? Parce que les locaux, parfois, n'acceptent pas ces influences-là. Or, avec le blanc c'est qu'il n'a rien à perdre ou à gagner là. Avis pas du tout partagé par ce chroniqueur émérite camerounais, promoteur aujourd'hui d'une chaîne de radio à Douala. Il faut que ceux qui pensent qu'ils doivent entraîner les Lions soient également capables d'entraîner l'équipe de France, ils soient capables d'entraîner l'équipe d'Italie, ils soient capables d'entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire, ils soient capables d'entraîner l'équipe du Mali, ils soient capables d'aller partout. Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est lorsqu'il s'agit de l'équipe du Cameroun qu'on doit éliminer tout de suite un certain nombre de candidats pour dire ça reste entre nous? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on commence ou qu'on multiplie cette manie de mettre toujours entraîneur blanc à côté ou entraîneur expatrié. Je vais juste rappeler une chose. En 1970, l'entraîneur du Cameroun était Raymond Faubété. Il avait pour adjoint un certain Dominique Colonna qui était français. Ça n'avait tué personne. Ça veut dire que si en 1970, on pouvait avoir un entraîneur camerounais avec un expatrié comme adjoint, c'est qu'on a estimé qu'il avait de la compétence. Vérification faite, aucun entraîneur expatrié sur le marché ne coûte moins de 30 millions. Pourquoi ne pas privilégier les entraîneurs locaux ayant la même compétence pour une valeur relativement moindre? Mais si vous allez me chercher Morino, je n'ai rien dit, je vais la fermer. Si vous allez me chercher Guardiola, je vais la fermer. Tout ce qu'on nous propose ces dernières années, les Camerounais peuvent faire mieux. Ils ont la compétence, ils ont le charisme, ils ont la maîtrise de l'environnement. Et en plus, ils ont, je dirais, la motivation intrinsèque parce que c'est leur pays. Ils aiment leur pays, ils veulent réussir. À compétence égale, pas peut-être, mais privilégier la compétence locale camerounaise parce qu'il y a une autre dimension affective de connaissance de l'environnement et autres. Pour la prochaine Coupe du Monde, 18 pays sur les 32, parmi lesquels les grandes nations telles que l'Allemagne, le Brésil, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Argentine et le Portugal ont opté pour la nationalisation du poste de sélectionneur. Un message qui, l'on espère, plaidera en faveur des entraîneurs camerounais qui n'attendent que ça. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun et en Afrique. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50.